Salut à tous, toutes bobines confondues, la 139e vous propose une petite leçon d'histoire sur le cinéma avec comme guide un prix Nobel. Jean-Marie Leclésio, avant d'être une plume, avait l'œil, celui du projectionniste, du cinéphile averti et d'un amoureux du cinéma du monde. Il nous a reçus au Dîner Robin lors de sa dernière visite pour une balade dans son monde du cinéma, pour une conversation autour de son essai Ballaciné, paru en 2007. Un échange, ma foi, passionnant, instructif et qui donne envie de faire un film. Si. Jean-Marie Leclésio, merci de nous recevoir. Vous êtes à Maurice dans le cadre de la remise du prix Jean Fanchette et vous profitez de votre séjour à Maurice pour travailler un peu, rencontrer des amis et prendre le temps de vous reposer, j'imagine. Et merci donc de nous recevoir pour parler de cinéma. Une fois n'est pas coutume, on vous connaît évidemment pour votre œuvre littéraire, mais vous avez aussi produit un essai en 2007, Ballaciné, un ouvrage qui nous raconte, qui vous raconte et qui nous offre une belle balade dans le monde du cinéma depuis pratiquement ses débuts jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. C'est une véritable leçon de cinéma, une façon agréable d'apprécier des films qu'on ne connaît pas souvent. Merci pour ça. On va utiliser le roman, enfin l'essai comme trame, on va dire, pour vous ramener en quelque sorte et nous ramener aussi au début du cinéma. Nous avons quelques objets que vous avez peut-être manipulés quand vous étiez petit, puisque vous aviez un projecteur chez vous et que vous jouez au projectionniste. C'est un peu ça? Oui, c'était le fameux Pathé Baby qui avait été inventé par Charles Pathé. Et ça a été une invention extraordinaire parce que jusque-là, le cinéma était réservé aux spécialistes, aux gens qui pouvaient avoir des bons projecteurs et dans des salles. Et tout à coup, le cinéma faisait son entrée dans les domiciles. Donc Charles Pathé, en inventant ce petit projecteur, a bouleversé l'histoire du cinéma. Et dans ma famille, il y en avait un parce que il y avait une amie de ma grand-mère qui était accessoiriste dans les ateliers Pathé et qui était surtout chargée de colorier, parce qu'on coloriait à la main la pellicule pour faire des films en couleur. Et donc elle a donné ce projecteur, elle a donné une série de petits films qui étaient, je crois que c'était du 8 mm, c'était vraiment très 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 petit comme format, c'était des petites bobines. Avec mon frère, nous les collions et nous faisions des longues projections. Nous organisions des séances de cinéma pour les enfants du coin. On se réunissait dans l'appartement de ma grand-mère, on faisait l'obscurité, on tendait un drap et la magie du cinéma commençait. Et ça devait être assez passionnant, j'imagine, de manipuler le projecteur. Vous l'aviez appris tout seul à faire ça? Oui, parce que c'était des projecteurs manuels. On tournait la manivelle à la main, aussi bien pour filmer que pour projeter. Et donc, on pouvait découvrir toutes les astuces du cinéma, c'est-à-dire faire aller le film en avant, en arrière, faire arrêt sur image. Pas trop longtemps, parce que l'ampoule du projecteur risquait de mettre le feu à la pellicule. Et à un moment, on voyait la pellicule qui commençait à se gondoler. Il fallait vite enclencher et continuer. Mais le ralenti, notamment, ça c'était bien, le ralenti et la marche arrière, c'était très étonnant de découvrir que le cinéma était une technique, parce qu'on pouvait être simple spectateur, et là on était projectionniste. Et arrêter le temps en même temps. Oui, et c'était des vieux films, la plupart c'était des films qui dataient d'avant la guerre de 14 ou tout de suite après. Alors, avec des actualités qui dataient complètement, l'entrée des troupes allemandes dans la Sarre, par exemple, c'était un événement qui a causé la guerre de 14. On voyait ça comme si c'était l'actualité. Les premiers sauts en parachute. Et le film qui m'avait le plus étonné, c'était La chasse au canard en avion. Les biplans traversaient des vols de canards. On avait mis un filet entre les ailes du biplan et ils récoltaient des canards en traversant le vol de canards. Et est-ce que ces objets, ces films, ce projecteur, est-ce qu'ils sont encore là? Oui, ça existe toujours. J'ai essayé d'intéresser mes enfants à ces séances-là, mais le cinéma s'est tellement développé que maintenant, les enfants regardent ça avec un peu de scepticisme, parce que toutes ces techniques-là, maintenant, on peut les avoir avec le numérique. La marche avant-arrière, l'arrêt sur image, même les photos animées, tout ça, on le découvre très tôt grâce au téléphone et au numérique.
mais il y avait quand même une magie qui n'existe pas, qui n'existe plus maintenant. C'était le projecteur manuel avec un peu le bruit de mitraillette que ça faisait, Ouais. et la lumière un peu vacillante. Et il y avait un côté vraiment très, très inventif. L'imagination suppléait au manque de technique. Alors, on parlait de cinéma, donc on est venu avec quelques accessoires, on va dire. Pathé, vous en parliez, ça vous rappelle de très bons souvenirs. Les studios existent toujours à Paris, puisque c'est là-bas que sont installés la FEMIS pour la formation de cinéma. Vous vous promenez souvent dans ces coins-là, ça vous arrive? Non, non, j'ai vu avec un peu d'émotion les studios de cinéma Pathé qui sont dans le 18e arrondissement et qui sont occupés maintenant par je ne sais plus quelle antenne de télévision. Et où on voit en effet la structure en fer boulonné qui date de cette époque-là, parce que c'est à peu près la même époque que la Tour Eiffel. Ça date à peu près de la même époque. Donc il y a une technique de construction, une architecture, tout ça qui est homogène, qui se complète. Un monsieur que vous connaissez? Ah oui, Harold Lloyd, magnifique inventeur de cinéma. Dans tous ses films, la capacité du cinéma muet à faire comprendre des choses. Et il faut savoir que Harold Lloyd ne truquait jamais. Dans la scène qu'on voit là, je crois que c'est dans Safety First. Tout à fait, oui. Safety First, il n'avait pas truqué, il est vraiment monté le long de l'immeuble. À main nue, il a pris des risques. Sans effets spéciaux, sans filin, Sans effets sans spéciaux, matelas, sans oui, rien. oui. Il est vraiment agrippé à une pendule à un moment donné. Donc, oui, c'était un homme étonnant, Harold Lloyd. Oui. C'est une scène qui étonne toujours. En fait, les cascades de cette époque, les comédiens, c'était des téméraires. Ils inventaient des gags et ils n'avaient pas de filet, en fait. Oui, et souvent, ils improvisaient. Tout à coup, une idée, un gag leur venait, et sur place, tout de suite, ils le mettaient en action. Il y a des courses-poursuites dans les films d'Harold Lloyd qui sont... les courses-poursuites qu'on voit maintenant au cinéma, c'est rien du tout à côté de ça. On trouve ça haletant, on trouve ça formidable, parce que comme ce n'est pas truqué, la caméra bouge, on est dans l'action. Jean-Marie Leclésio, vous parliez de la guerre. J'ai là des images de la Grande Guerre à cette Première Guerre mondiale, ce terrible événement. Vous faites souvent référence à la guerre dans Ballaciné, sur pas mal de moments dans l'essai, notamment pour le cinéma japonais. On fait des petits sauts comme ça, mais sur le cinéma japonais, où vous parliez de ce cinéma qui s'est reconstruit après la guerre, et de ces plans des films qui vous faisaient penser justement à ces moments de guerre, aux moments difficiles que vous avez vécus. Comment ça se fait, comment le cinéma vous permettait de revivre, ou ces images faisaient renaître en vous ces moments de guerre? Oui, il y a la naissance du cinéma pour ma famille, puisque en lisant les carnets de mon père, j'ai découvert qu'en 1917, au moment où il s'engageait pour aller combattre avec les Mauriciens dans l'armée britannique, pour se consoler, donner du courage, tout le petit groupe de soldats est allé ensemble au cinéma. Je pense que c'était au Plaza à Beaubassin-Rosil. Et on a projeté un film de Calmette qui est complètement inconnu aujourd'hui, qui s'appelle Oedipe Roi, qui est une des versions de la tragédie de Sophocle, adaptée par Calmette, qui est un film muet que j'ai pu voir et qui est assez surprenant, avec de bons effets. C'est un film. Et mon père en est revenu bouleversé parce que cette tragédie, même en cinéma muet, ça l'a beaucoup impressionné. Et ensuite, après, il y a toutes les actualités de la guerre qui ont été tournées par des caméras mobiles, et les caméramens prenaient beaucoup de risques pour tourner ces films. Et peut-être le plus bouleversant, ce n'est pas la Première Guerre mondiale, mais dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est le film qui a été tourné par un des compagnons de l'aviateur qui a lâché la bombe sur Hiroshima. Et ce film-là, on est saisi, on est absolument consterné, abasourdi de voir que l'avion qui lâche cette bombe, et la caméra suit la chute de la bombe, elle se dirige vers cette petite ville tout à fait ordinaire qui vit un jour d'été en 1945, et on voit la bombe se diriger vers cette ville qui va disparaître. Ça, je crois que c'est irremplaçable. Là, le cinéma a une force d'impact, une force mémorielle qu'aucun autre art ne peut avoir. Et c'est un contraste avec ce qui se passe en
91, pendant l'attaque de Bagdad. Vous faites référence à ça dans l'essai, où on vit la guerre par télévision interposée avec des images issues carrément d'un jeu vidéo. Ça change carrément par rapport à cette description-là. Oui, parce qu'il n'y a plus de tragédie. On devine la tragédie, mais on n'y assiste pas. Et c'est fait sciemment, je pense, par les stratèges de l'armée américaine, anglaise et française, c'est de ne pas montrer d'images, pour ne pas mobiliser les gens, pour que les gens ne ressentent pas l'indignation, qu'ils ne ressentent pas la tragédie. Donc on filme ça de loin. Et une guerre sans cinéma, une guerre sans images, c'est comme si une guerre n'existait pas. Et c'est comme si cette guerre n'avait pas de conséquences. La guerre, malheureusement, existe, elle a des conséquences. Vous avez vécu à une époque où, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'occasion de redécouvrir des films qui n'avaient pas été projetés pendant la guerre, forcément, et surtout le cinéma américain. Il y en a un, je pense, qui vous a frappé dans les cinéastes, c'est ce monsieur. Oui, tout à fait. Oui, Orson Welles, oui. Qui est un illustre écrivain, auteur, qui a réinventé le cinéma avec Citizen et un Kane, acteur notamment. aussi, Tout à fait. de premier ordre. Quel souvenir vous avez de cette époque et de ces films qui sortaient, notamment de Citizen Kane, par exemple? Oui, ou de La soif du mal, puisque vous en parlez aussi. Oui, La soif du mal, oui. C'est un film extraordinaire, très sombre, très violent. Et Orson Welles avait une partie de son caractère s'accommodait vraiment de ce cinéma, ce qu'on appelait le cinéma noir, le cinéma pessimiste et violent de l'époque. Donc il a incarné vraiment, je crois, une certaine forme de résistance justement au mal, de résistance à la violence latente qui aujourd'hui est en évidence dans un pays comme les États-Unis. Il a été prophétique. C'était un des prophètes du cinéma. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Orson Welles et tous ses films, les films qu'il a faits, les films dans lesquels il a joué. Il a été un des premiers à introduire le cinéma dans la vie quotidienne avec La guerre des mondes. C'est lui qui avait tourné, qui avait organisé cette émission radio. On n'avait pas d'image, on n'avait que le son. Les Martiens envahissent l'Amérique. Et la voix de Orson Welles était telle que les gens l'ont cru. Et les gens ont commencé à fermer leurs maisons, à déménager sous la menace de l'arrivée des Martiens. C'est étonnant. Et vous êtes très, très attentif à la grammaire du cinéma dans l'essai. Vous décrivez souvent les séquences, les plans-séquences. Et Orson Welles, il a réinventé pas mal de choses en inventant la contre-plongée, en bougeant la caméra, ce qui ne se faisait pas à Hollywood à l'époque. Elle était assez fixe, la caméra. Et ça aussi, c'était un choc. Quand vous voyez un film, vous êtes attentif à toutes ces petites choses, Oui, et je suis même attentif à cela pour les autres arts. Ainsi, j'ai découvert que la contre-plongée, la plongée, la contre-plongée, en fait, c'est une invention des Chinois qui ont peint la plupart des scènes de la vie quotidienne, soit vues de haut, soit vues d'en dessous. Et donc, le cinéma, en fait, s'est approprié des recettes qui existaient chez les peintres et a permis de mieux percevoir la perspective et tous ces éléments de l'art qui sont si importants. Le cinéma les a rendus évidents. Et alors en plus, le mouvement, le travelling et tous les mouvements que le cinéma a permis d'introduire. Et un grand cinéaste, un cinéaste que j'aime bien, qui est Robert Bresson, disait dans ses mémoires que la découverte du cinéma pour lui, c'est quand il était enfant, il était devant l'écran et tout à coup les arbres bougeaient. Les arbres bougeaient, il n'avait pas imaginé une chose pareille. Il avait une dizaine d'années et ça l'a converti à l'art du cinéma. On n'a pas de script dans cet entretien. Vous parlez de Robert Bresson, vous aviez écrit la préface d'un livre qu'il a écrit, les notes sur la cinématographie. Un très beau livre. Oui, extrêmement intéressant. Et ce qui m'amène aussi aux écrans du désir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre oui, les écrans du désir. Oui, je connais ce livre. D'accord, très bien. Oui. On va juste le montrer 2 secondes. Je vous le montre. Pourquoi? Parce que dedans, oula, j'ai perdu la page maintenant. Ah bah si, voilà. Vous faites référence souvent au réalisateur de La Talente, Jean Vigo. Oui. Et alors, en quoi ce réalisateur vous a-t-il émerveillé et vous avez aussi fréquenté la cinémathèque qui porte son nom. Oui, exactement, à Nice, le ciné-club Jean Vigo,
Et on n'avait pas montré La Talente, bien entendu, ni Zéro de conduite, mais c'était une référence. Donc, quand nous avons pu, tous les membres de ce ciné-club, nous sommes allés voir d'urgence les films de Jean Vigo. Et La Talente fait partie de ces films magiques dans lesquels il y a justement une sorte de magie de l'image, le sentiment d'une autre réalité, d'une réalité supérieure à notre réalité quotidienne, qui émerge, qui est diffusée par ces contrastes, ces blancs et noirs, le mouvement du bateau, enfin tout ce qui est autour de cette histoire extraordinaire de La Talente et des acteurs qui jouent dans ce film. Donc Jean Vigo, ça a été un élément important de notre connaissance du cinéma quand nous avions 18 ans, 17 ans, 18 ans. Deux mots sur le cinéma japonais qui a réinventé ou modernisé le cinéma d'aujourd'hui. C'était un choc culturel pour vous de découvrir cette autre façon de raconter des histoires? Oui, en particulier Mizoguchi, c'est le grand cinéaste de cette époque. Mais après, un peu après, j'ai découvert un autre cinéaste qui m'a fasciné, c'est Ozu. Ozu m'a fasciné parce que lui, au contraire de Mizoguchi, il ne manie pas des choses extraordinaires. Il n'est pas question de fantômes, il n'est pas question de paysages mystérieux, il n'est pas question de samouraïs qui vont mener des grands combats, mais c'est la vie quotidienne. Il filme par exemple dans Floating Herbs, les herbes flottantes, je ne sais pas quel est le titre en français, il filme l'histoire d'une petite troupe de théâtre qui se déplace et les avatars de cette troupe, l'amour ou la détestation des membres de cette troupe de théâtre entre eux, la façon dont ils arrivent dans les villages et ils construisent leurs scènes et ils peuvent jouer ces représentations théâtrales. Et tout ça filmé d'une façon extrêmement banale dans le quotidien. La recette de Ozu, c'était de placer la caméra à 35 cm du sol, c'est-à-dire au niveau, on dirait, d'un chien, par exemple. Le monde est vu par les yeux d'un chien, n'est pas vu à 1,50 m ou 1,60 m par les yeux d'un être humain. Et en mettant la caméra au ras du sol, il donne un sentiment de réalité très très fort, un sentiment que nous sommes vraiment dans l'image. Donc, gloire à Ozu, c'est le grand cinéaste de cette époque-là. Et pour les amoureux de cinéma qui ont gagné à découvrir Balaciné, c'est que quand vous décrivez les scènes, moi ce qui m'a le plus touché, c'est la force des détails que vous mettez à décrire les personnages. Ça dépasse le frame de l'écran à ce moment-là. Vous êtes extrêmement attentif, notamment aux personnages féminins. Ça m'a assez frappé. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous êtes subjugué par tous ces personnages de différents cinémas et que vous apportez une deuxième vie, on dirait, à l'image. Oui, ben, le cinéma a inventé la star et toutes les grandes stars de l'époque, Rita Hayworth, Greta Garbo, toutes ces grandes femmes du cinéma, elles ont une importance énorme pour l'histoire du cinéma. Et je crois que ce sont elles qui ont incarné la magie du cinéma par leur beauté et par tout à coup cette sorte d'ondoiement qu'elles mettaient dans l'image, cette capacité qu'elles avaient de séduire, de rendre le cinéma séduisant. Parce que le cinéma, au départ, c'était une curiosité. Le cinéma, c'était comique au départ. Ce n'était pas très sérieux. Les premiers films étaient comiques. Et elle, tout à coup, a porté ce caractère séduisant du cinéma, cette sorte. Alors, bien sûr, je les voyais avec les yeux d'un adolescent. J'étais séduit par ces femmes d'une beauté stupéfiante. Mais je crois qu'elles ont vraiment construit le cinéma de cette époque. Je ne vois rien de comparable aujourd'hui. C'est un peu triste. Oui, peut-être, oui, en effet, oui. Mais le cinéma avait à cette époque-là, au début du cinéma hollywoodien, avait cette capacité de montrer une dimension presque mythique dans les êtres humains. Les acteurs cessaient d'être juste porteurs du message d'un scénariste, devenaient tout à coup comme des demi-dieux ou des demi-déesses. Alors, c'est le souvenir que j'en ai. Maintenant, j'embellisse certainement ce souvenir. Peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui vit la même fascination
pour les nouveaux dieux et les nouvelles demi-déesses. Les films de super-héros, de science-fiction, Oui, allez oui, savoir. oui. Mais c'était l'époque du noir et blanc, et je tiens à signaler l'importance du noir et blanc dans l'histoire du cinéma. C'est parce que ces images étaient en noir et blanc, elles avaient un côté fantastique, un côté Artisanal esthétique, aussi. oui, qu'on ne trouve plus guère maintenant. La couleur peut-être a ajouté de la vérité, mais elle a enlevé la profondeur de champ qui est tellement importante. Puisqu'on n'avait pas justement les couleurs, il fallait ajouter la profondeur de champ. Il fallait faire sentir ce qui était proche, ce qui était lointain. Et dans un visage humain, comme les visages filmés par Eisenstein ou les visages filmés par Orson Welles, ce côté, le glamour des visages, ce côté presque mythologique des visages humains. On parle du visage humain, s'il y en a un aussi qui a su les films et les capter, c'est ce monsieur du cinéma. Ah oui, Satyajit Ray, oui, oui, un grand monsieur du cinéma. Non seulement par la construction de ses films qui est parfaite, c'est un homme qui apporte un soin, un peu comme Bresson, il apporte un soin considérable à tout ce qui est écrit dans le cinéma, tout ce qui va traduire la pensée, pas seulement par les images. Mais après, évidemment, ces merveilleux plans, comme dans La Maison et le Monde, Tout à fait. il y a ce On a plan dans quelques lequel... illustrations, là. Oui. Alors les noms des acteurs et des actrices en particulier ne me reviennent pas, mais l'actrice principale avance dans une galerie, elle passe du gynécée au monde des hommes en traversant un long couloir, un long corridor qui est flanqué de grandes glaces, et on voit son reflet avancer. C'est un moment extraordinaire de cinéma. Mais vous auriez pu être un critique de cinéma, Oui, vous lire, à vous écouter, là, en parler. Oui. J'aime bien en parler. Je ne sais pas si j'aurais pu critiquer de façon objective un film. J'ai tendance à me laisser emporter par la beauté. Ça donne envie de voir les films. J'ai toute une liste là, mais ça donne très envie parce qu'il y a une façon de les décrire et de leur donner une autre vie, je trouve. Oui. J'étais à Cannes en même temps que Satyajit Ray. Je l'ai brièvement rencontré. Ça a été un de mes moments de gloire dans la vie. C'était la brève rencontre. C'était pour un film inspiré par une pièce de Ibsen. N'avait rien à voir avec l'Inde. C'était l'histoire d'une petite ville qui a un problème d'adduction d'eau. C'est une pièce d'Ibsen, une pièce politique d'Ibsen. Alors le titre ne me revient pas là maintenant, mais Satyajit Ray avait la capacité de s'exprimer dans un monde complètement différent du monde bengali. Il pouvait transposer très bien son imaginaire en Suède ou en Norvège. Puisqu'on parle d'imaginaire, vous rendez un bel hommage à beaucoup de cinéma dans Balaciné, notamment au cinéma bollywoodien, ah oui, qui à Maurice a une grande importance, vous le savez. Ça, c'est une illustration d'un magazine. Et vous dites quelque chose de très beau, parce qu'on a tendance parfois à limiter le cinéma bollywoodien, à en parler comme le cinéma aux couleurs criardes, etc., ou à des personnages qui tournent autour des arbres, qui se courent après. Mais ce n'est pas seulement ça. Et c'est qu'est-ce qui vous touche dans ces films grand public comme art et essai? Eh bien, écoutez, moi, je crois que j'ai découvert ce cinéma grâce à Maurice, parce qu'il est très, très populaire. Et je venais à Maurice avec mes filles qui étaient très, très jeunes, qui avaient une dizaine d'années à l'époque, et elles étaient des grands fans du cinéma bollywoodien. D'Amitabh Bachchan, enfin. Donc, oui, elles ont acheté à l'époque, c'était des cassettes, VHS, je crois. Oui, on achetait des cassettes au bazar à Port-Louis. Pas cher. Pas cher du tout. Et je regardais ça et je me disais, il y a quelque chose de très étonnant dans ce cinéma, c'est la durée. C'est le fait que nous ne sommes pas dans la même durée que dans le cinéma de type hollywoodien ou occidental. 3 heures minimum. Oui, voilà, c'est ça. La durée, parce que les chansons sont très longues, elles durent. Et donc cette histoire, souvent assez banale, l'histoire d'une fille qui défie ses parents, qui veut se marier avec quelqu'un dont personne ne veut dans la famille, ou même quelquefois des scénarios, je dirais presque improbables. Une fille de la famille veut fumer et c'est interdit, et sa mère la regarde de travers parce qu'elle fume. C'est des sujets très banalités extraordinaires. Et donc,
ce cinéma, avec ses histoires banales, arrivait à créer une dimension tout à fait lyrique et presque surréaliste. Et l'alternance des chansons, de la musique est très belle, toujours parfaitement au point. Le ballet, la mise en scène des danses, tout ça, c'est parfaitement bien fait. Je crois que ça, c'était un bon exemple. À bien des égards, ils ont dépassé les Américains dans la Tout à fait. comédie musicale. Oui, là, non seulement à bien des égards, mais complètement dépassé. Il n'y a aucun doute. La capacité de vous faire rester devant un écran pour regarder un film dont l'histoire est banale, mais juste parce que vous êtes capturé par la musique et par les danses, ça c'est la force du cinéma bollywoodien. Tout à fait. Et la force du cinéma, parfois, c'est de s'engager pour défendre des causes. Aujourd'hui, vous pensez que le cinéma a une place importante pour dire des choses qu'on pourrait dire en littérature ou autrement, mais qui auraient peut-être moins d'impact? Oui, oui, le cinéma, il n'y a aucun doute, a repris le flambeau de la littérature engagée dans ce qu'elle avait de superbe à l'époque de Sartre, des grands écrivains, ou des écrivains russes, ou des grands écrivains américains comme Steinbeck. La littérature a repris son flambeau et maintenant, c'est elle qui est chargée de nous révéler les infamies et les problèmes et les tragédies du monde, de dénoncer la guerre, dénoncer la corruption. Bon, ça a commencé par le cinéma italien, bien sûr, avec des cinéastes comme Rossi, mais maintenant le cinéma est toujours très lié à la situation sociale. Et c'est la voix, en fin de compte, c'est la voix du peuple. C'est le moyen de s'adresser et d'écouter ce que le peuple a à dire. Donc ça, c'est très beau dans le cinéma moderne. C'est ce que j'aime. Un peu comme nous, vous êtes tombé dans le cinéma quand vous étiez enfant, mais vous avez choisi l'écriture. Vous faites la comparaison de temps en temps dans Balasiné, même ailleurs, entre écrire ou filmer. Il y a moins de contraintes, plus de liberté à écrire. Mais Jean-Marie Leclésio, vous n'avez jamais eu envie, honnêtement, de dire silence, moteur, on tourne? J'aurais aimé être caméraman ou projectionniste, mais de là à construire un film, là c'est très, très compliqué. D'abord parce que le cinéma, comme disait Malraux, c'est une industrie, c'est-à-dire qu'il faut... Beaucoup de moyens. Il faut avoir affaire aux banquiers, il faut trouver l'argent, il faut savoir séduire les banquiers. C'est une entreprise vraiment commerciale assez compliquée. Et je ne me sens pas les reins assez solides pour aller faire des yeux doux à un banquier. Je crois que je n'arriverai pas à le faire. J'ai essayé, j'avais un scénario avec un ami. On a rencontré M. Beauregard, qui était un des producteurs de l'époque, et ça nous a pris un moment pour comprendre qu'il n'avait pas d'argent. Les producteurs, très souvent, n'ont pas d'argent. Et que nous étions en train de perdre notre temps. Donc nous avons renoncé, peut-être nous avons eu tort. Mais je crois que ça demande un véritable talent. Donc, je n'avais pas ce talent-là. Mais projectionniste, oui, ça j'aurais bien aimé. Peut-être revenir un peu dans une autre aux vie. premiers amours, allez savoir. Oui. Ce qui m'amène, pour finir, de tous vos romans, il y en a beaucoup qui se passent à Maurice et qui nous ramènent à un temps, à une époque. Est-ce qu'on vous a déjà proposé d'adapter une de vos histoires au cinéma? Oui, on m'a proposé ça plusieurs fois. Je n'ai pas été séduit. J'ai dit, faites ce que vous voulez. Moi, vous me direz au fur et à mesure que ça avance où vous en êtes. Puis ça n'a pas beaucoup avancé. Il devait attendre que j'aide ou que je pousse, mais je n'ai pas aidé du tout pour ça. Donc, il y avait même un projet avec Bresson et il n'arrivait pas à trouver de producteur. On revient à ce que je vous disais, parce qu'il avait à l'époque 80 ans et qu'on ne produit pas un cinéaste de 80 ans. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il finira l'année, tout simplement. Ouais. C'est aussi bête que ça. Donc le projet avec Bresson ne s'est pas fait. Là, j'étais prêt à collaborer. J'aurais bien aimé. J'aimais bien Bresson, ça m'aurait plu. Est-ce qu'il y a une de vos histoires que vous aimeriez voir en image, peut-être? Celle-là en particulier, qui s'appelait La Grande Vie. J'aurais bien aimé continuer le projet. Bresson avait commencé d'écrire, donc c'était assez avancé. Il avait fait tous les repérages. Ça devait se passer, tourner
au casino de Monte-Carlo. Le casino avait donné son autorisation sur les quais à Paris. Bon, il avait repéré, tout était en place, mais l'argent ne venait pas. Donc sans argent, le cinéma est difficile. Bien, tout à fait. En tout cas, moi, si j'avais à choisir, et si je peux me permettre, j'adapterais Balaciné. Je vois bien un personnage enfant en train de découvrir le monde du cinéma, se balader comme ça à droite et à gauche de par le monde et à nous faire découvrir des moments magiques du cinéma. Ben, le ciel vous entende. J'aimerais bien. Et là, je suis prêt à collaborer avec vous. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. Très bien. Merci beaucoup pour ce temps. On va vous laisser travailler puisque vous écrivez. Comme ça, on pourra avoir le plaisir de vous écouter une autre fois. Merci. C'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon merci, je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale Balade dans le cinéma de Le Clésio. À bientôt. Salam.